Diaspora congolaise, quelle plaidoirie pour le pays? C'est le premier sujet de cette matinale. Papi Tamba, membre du PPRD, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Claude. Nous allons d'abord commencer par ce phénomène combattant. Pourquoi, jusqu'à présent, le gouvernement, apparemment, n'arrive pas à venir à bout de ce phénomène? Vous savez, je n'aborderai pas, je n'aborderai pas les sujets, par exemple, de cette manière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions voir ressurgir une nouvelle politique, une autre politique pour les phénomènes combattants. Vous savez, ils existent. Oui. Et ils n'existent pas depuis hier, ils existent depuis plusieurs années. Et tout indique qu'ils ont envie de les démarrer. Donc, ce qui voudra dire que, de notre côté, s'ils existent, ça veut dire que nous n'avons pas pu empêcher leur existence. S'ils existent depuis plusieurs années, c'est que la politique menée a fait que ces gens-là continuent d'exister. Donc, pour que demain qu'ils puissent plus exister et que nous puissions parler de la cohésion nationale, il faut une autre politique. Il faut une autre politique. Je pense que c'est indécent. C'est indécent de voir des gens appartenant à la même communauté, tous se réclamant des mêmes ancêtres, vivre à plusieurs kilomètres des pays plutôt, et se battre comme si on était encore au 1er siècle. C'est indécent. Moi, je crois que notre pays gagnera quelque chose dans l'unité de son peuple, l'unité entre son peuple. Cette unité ne doit pas seulement exister sur le plan interne. Cette unité doit exister aussi sur le plan externe, c'est-à-dire par rapport à notre population qui est partie à l'étranger. Nous devons faire quelque chose. Ce phénomène a eu un début. Ce phénomène a perduré et continue à perdurer. Aujourd'hui, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête parce que ni les combattants, ni nous plutôt, personne ne gagne quelque chose dans ce qui divise les Congolais. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment que l'autorité comprenne que nous pourrions, avec les combattants, créer un cadre permanent de dialogue et d'échange. La seule chose qui doit sortir la violence dans nos différents rapports, c'est le fait de se parler. C'est le fait d'avoir ces cadres. Il faut être prétentieux si on doit penser qu'on peut résoudre ces problèmes en une rencontre. Les problèmes a pris corps, les problèmes a des racines. Mais si on a un cadre permanent de dialogue, comme nous l'avons observé par exemple avec les M23. On pensait d'ailleurs que les concertations nationales seraient quand même un cadre assez convenable. Les concertations étaient un cadre convenable, mais les concertations ont été diabolisées. Je parle par rapport à la diaspora. Les concertations ont été diabolisées par rapport au casting. Par rapport au casting qui a été fait, par rapport au contenu même, ne serait-ce que le nombre de participants de la diaspora, il fallait maintenant que nous puissions, en ces temps-là, écouter un peu la voix de la diaspora, parce que ce n'est pas un secret. Sur les nets, dans les réseaux sociaux, et presque partout, la diaspora s'exprimait. La diaspora montrait clairement que ce chemin de la Constitution ne leur convenait pas. Bon, peut-être nous étions submergés parce que le problème de concertation nationale était un problème plus large que les simples faits des diasporas. Alors on était peut-être submergés, je dis nous, c'est-à-dire je parle au niveau dans les camps de pouvoir, peut-être on était un peu submergés. Peut-être les bureaux de contact aussi étaient submergés et que ces problèmes-là, a été pris comme un problème comme tous les autres problèmes. Mais aujourd'hui, que nous constatons que si les plans internes par rapport à notre politique interne, la cohésion nationale, toute proportion gardée, c'est une réalité. Nous observons au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile et que nous qui sommes de la majorité, on sent que les concertations ont apporté quelque chose. Même dans nos débats au niveau de la télévision, cela peut se vérifier. Mais en revanche, au niveau de la diaspora, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire. Heureusement, je dis bien heureusement, qu'au niveau même des résolutions prises dans les cas des concertations nationales, il y a tout un comité de suivi
pour ces résolutions. C'est là maintenant, je pense que nous devons beaucoup plus, nous devons beaucoup plus travailler parce qu'il faut que nous puissions mettre un terme à ces phénomènes. Alors, donc, vous voulez dire que le gouvernement n'a pas fait un bon diagnostic de ce phénomène ou des motivations de ces combattants, chaque fois lyncher les autorités congolaises? Vous savez, les autorités congolaises qui ont été lynchées, j'en connais pas beaucoup. Il y a quelques cas, nous pourrions évoquer. Les plus spectaculaires, c'est les cas des sénateurs, des présidents du Sénat, des présidents Kengwadon. En revanche, il y a des gens que je peux conseiller comme état des kabylistes et membres du PPRD, membres de la majorité présidentielle, qui sont des citoyens lambda, comme vous et moi, mais qui vivent au quotidien la méchanceté de ces gens. Donc ces gens-là, peut-être par des faits qui n'ont pas été au pouvoir ou qui ne sont pas au pouvoir, peut-être cela a moins préoccupé. Mais aujourd'hui, il est quand même important. Il est quand même important que nous puissions comprendre que tout en condamnant le comportement des combattants, mais nous devons comprendre que nous allons trouver une solution à travers l'échange, à travers les dialogues. Pourquoi? Les chefs de l'État avaient une vision, ne serait-ce que pour le phénomène du M23. Et je sais qu'un an après, beaucoup de Congolais l'ont compris. Quand il a parlé des 3 axes, il a parlé de l'axe politique, de l'axe diplomatique et de l'axe militaire. Par rapport à l'axe diplomatique, nous sommes restés à Kampala pendant 10 mois. Plusieurs personnes ont crié aussi que non, voilà, il a perdu de l'argent, on perd de l'argent, on essaie de loger les gens du M23. Je pense que c'est un an après que les gens l'ont compris. On a affaire avec un autre mouvement de gens. Cette fois-ci, ce sont des Congolais purs et durs. Des Congolais qui sont, permettez-moi l'expression, instrumentalisés. Parce que je ne crois pas trop à leurs revendications. Alors, instrumentalisés par qui? Vous savez, ces gens, aujourd'hui, ils ne veulent pas les reconnaître parce que ce sont des enfants, entre guillemets, qui ont grandi. Ils veulent au moins justifier leur autonomie, mais ils ont un parrain qui s'appelle M. Ngwanda Honoré. Par rapport au discours, M. Ngwanda Honoré a commencé par un discours. Ce discours a pris corps et ce discours a imprégné les esprits. Et ça a créé un mouvement. Bon, ce mouvement, aujourd'hui, les désavoue. Peut-être c'est toujours la nature humaine, mais la réalité est de là. Alors maintenant, par rapport à cela, il est important aujourd'hui que nous sachions que notre démarche à nous doit être de les intégrer. Il faut les intégrer par les dialogues et pas seulement par un dialogue ou par un émissaire qu'on peut envoyer en Europe. Non, il faut formaliser la démarche par rapport à un cadre, mais qui doit être permanent parce que, je peux vous le dire, le pays est en train d'avoir une mauvaise réputation à l'extérieur à cause de ces phénomènes. Alors, on revient à vous après le rappel de titre. Ouverture ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie du 22e sommet de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État y sont attendus, notamment le président Joseph Kabila Kabange. Ce sommet de 2 jours sera essentiellement consacré aux crises en Centrafrique, au Soudan du Sud et à la situation sécuritaire dans les Grands Lacs. Résurgence des rebelles du M23, c'est en principe ce jeudi 30 janvier 2014 qu'une forte délégation conjointe composée des autorités congolaises et du représentant spécial adjoint de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC chargé de l'Est du pays, et le général Abdallah Wafi se rendra en Ouganda et c'est sur invitation du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni qu'il s'y rend. Direction l'Ukraine où le Parlement a adopté mercredi une amnistie pour les activistes interpellés durant les manifestations qui secouent le pays depuis des semaines. L'adoption de cette loi a pourtant suscité l'indignation de l'opposition qui n'accorde plus aucun crédit à la parole du président Viktor Yanukovych. CHAN Afrique du Sud 2014, le Ghana affrontera la Libye en finale le 1er février 2014 au Cap. Vous le savez, hier, les Ghanéens ont éliminé le Nigeria à 4 tirs au but à 1 après prolongation. Et les Libyens, eux, ont éliminé les Zimbabwéens à l'épreuve de tir au but 5 à 4 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation.
Voilà, c'était les titres qui font la une de l'actualité ce jeudi en RDC, en Afrique et dans le monde. Nous sommes sur ce plateau avec Papi Tamba, avec qui on parle justement de ce phénomène combattant et du plaidoirie que doit que doit mener de la diaspora congolaise au niveau de tous les continents. Alors, à travers ce phénomène combattant, c'est finalement toute la diaspora congolaise qui est salie. Et on constate qu'au niveau justement de cette diaspora, ceux qui se comportent bien ne mènent aucune action pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Non, vous dites quelque chose qui est fondamental. Vous savez, les combattants ne sont pas majoritaires. La diaspora, comme les kabylistes non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours la diaspora majoritaire, c'est une diaspora apolitique. Une diaspora qui n'est ni dans les manifestations politiques, qui n'est pas dans les manifestations politiques et qui n'est pas aussi dans les gesticulations qu'on essaie d'observer s'il est net. Oui. Mais en revanche, les combattants ont un point fort. Le point fort, c'est qu'ils affichent leur combat dans leur pays de résidence. Mais nous qui sommes les kabylistes, ce que je déplore, c'est l'hypocrisie. Il y a beaucoup de kabylistes qui deviennent kabylistes quand ils sont au pays, alors qu'ils vivent en France, ils vivent partout. Quand ils sont ici, parce qu'il faut amadouer l'autorité, ils circulent avec des dossiers pratiquement dans tous les ministères pour se dire kabylistes. Mais personne ne les connaît en tant que kabylistes quand il est en Europe où il y a des combattants ou quand il est aux États-Unis d'Amérique. C'est peut-être la peur d'être... Malheureusement, certains d'entre eux sont écoutés parce que l'autorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas toujours forcément toute la lecture de ce qui se passe là-bas. Donc ça pose déjà un problème de diagnostic. Ça pose un problème de casting, comme je l'ai dit même pour les concertations. Et ça pose maintenant un sérieux problème pour des solutions que nous devons trouver. Moi, je pense, ça fait 2 ans que je suis à Kin. 2 ans, malgré que je suis à Kin, mais j'ai toujours gardé langue avec les combattants parce que si les nets, qui est leur réseau de communication, où ils postent pratiquement tous leurs messages, j'y suis de façon permanente. Mais ce que je constate pendant 2 ans, les 2 ans que je suis à Kin, le nombre de kabylistes que j'ai vu défiler ici, qui sont venus de l'Europe, des États-Unis et de partout, je me dis que si nous pourrions, ces nombres-là, pendant que nous étions là-bas ou pendant que nous sommes là-bas, aussi manifester ou agir à visage découvert, nous aurions fait les contrepoids. Nous devons dénoncer une telle hypocrisie. Vous savez, l'un de Papi Tamba qui est en face de vous est kabyliste depuis le premier jour d'entrée dans son combat politique et il est resté kabyliste à visage découvert en France comme ici et jusqu'à ce jour, même s'il est net et tous les combattants le savent. Nous ne devons pas avoir un langage du style que non, voilà, il ne faudrait pas que ces gens-là, non, ne dis pas à ces gens-là que je suis aussi parce que tu sais, il y a d'autres personnes qui doivent agir dans l'ombre. Comment pourriez-vous combattre des gens qui agissent en plein jour, mais vous voulez apparaître en plein jour que lorsque vous êtes devant un ministre ou devant l'autorité, mais devant les combattants, vous jouez un jeu pour dire que je ne suis pas kabyliste. Cette hypocrisie aussi doit être dénoncée. Alors, quelque part, dans vos propos, vous aviez évoqué M. Honoré Mbanda, le citant comme étant celui qui a mis en place ce phénomène. Finalement, doit-on l'approcher ou pas? Vous savez, l'esprit du chef de l'État, dans le cas de la cohésion nationale, était d'approcher tout le monde. Je ne pense que le chef de l'État a créé même un cadre de dialogue avec les M23. Ça veut dire que tout ce qui peut ramener la paix sur son territoire, sur notre territoire plutôt, les chefs de l'État approuvent cette démarche. Mais il y a aussi un problème qu'il faut considérer. C'est maintenant le problème de la personne qui doit aussi accepter ces schémas. Oui, si elle sera partante, justement. Qui sera aussi partante. Le chef de l'État n'a donné aucune limite dans les cas de concertation. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance. Tout le monde est invité. Tout le monde a été invité. Je doute très fort que lorsque on a commis autant de péchés, qu'on puisse penser un jour qu'on peut espérer au pardon, même si le pardon est disponible. Parce qu'on peut se poser des questions, soi-même, en pensant que, ayant fait ceci, ayant commis ceci, je risque d'avoir des problèmes. Peut-être Honoré Mwanda est dans cet état psychologique. Mais je ne pense pas que dans l'esprit du chef de l'État,
que Honoré Ngouanda poserait des problèmes, comme peut-être certains leaders qui ont aussi été invités, politiques dans ces pays, qui ont été invités, poseraient aussi des problèmes. Non, dans son esprit, il avait invité tout le monde. Oui. Moi, je pense que les concertations n'étaient pas seulement une action menée par les chefs de l'État qui n'avait qu'une durée plutôt d'un mois. Non. Les chefs de l'État a mis en place des mécanismes de suivi. Donc, ce qui voudrait dire qu'après le déroulement des débats, après le déroulement qui a conduit à ce que nous puissions pondre ou avoir des résolutions, les chefs de l'État ont mis en place un cadre où les concertations continuent jusqu'à ce jour. Oui. Donc, ce qui voudrait dire que ceux qui voudraient bien rejoindre cette démarche, je pense que les mêmes présidiums, oui, qui avaient présidé, permettez-moi la tautologie, qui avaient présidé les concertations, c'est ces mêmes présidiums aujourd'hui qui président aussi les mécanismes de suivi. Donc c'est là maintenant que nous devons nous dire que nous sommes toujours dans la recherche de la cohésion nationale pour renforcer le vouloir vivre collectif des Congolais. Voilà. Un autre sujet dont nous devrions parler aujourd'hui, c'est concernant cette résurgence du M23. L'Ouganda, Yoweri Museveni, a invité quelques personnalités de la MONUSCO. Est-ce que on peut dire à ce stade que l'Ouganda veut finalement participer à ce processus de rapatriement ou d'extradition des rebelles qui séjournent sur son sol? Pour répondre à votre question, la toute première idée qui me vient à l'esprit, je me pose la question, la RDC aujourd'hui se situe, parce que là maintenant c'est une action internationale, c'est qui situe en quelle position? Et ça c'est important maintenant pour déterminer les rapports de force. Aujourd'hui, tout indique que la communauté internationale hier, qui était pour certains leaders ou certains présidents ou certains États au niveau de la région, la communauté internationale leur a tourné les dos parce que la communauté internationale a compris, selon les efforts de la diplomatie congolaise, que ce sont eux qui sont responsables de cette situation. Ils n'étaient pas une partie de la paix. Maintenant, toute démarche devant la communauté internationale qui peut être envisagée par ceux-là qui étaient hier les chouchous de la communauté internationale, ne peut avoir que des connotations. Soit c'est la dipérie, pour faire bonne figure, en fait de redevenir maintenant un bon élève, pour encore être accepté à l'école, soit tout simplement c'est une démarche de quelqu'un qui se trouve que je dois rattraper, au moins d'essayer de sauver les paix qui restent à sauver, pour aussi faire bonne figure. Maintenant là, je pense que c'est l'issue de ces déroulements, des déroulements de cette rencontre, qui nous permettra de définir la bonne ou la mauvaise foi du président Museveni. Nous ne sommes pas, comme le chef de l'État l'a dit, ne serons pas naïfs et nous ne le sommes pas. Alors, une toute dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Ouganda est en train de se dédouaner parce qu'il a toujours été accusé d'être derrière aussi le M23? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Ouganda pourrait se dédouaner, comme l'Ouganda pourrait aussi sauver les paix qui restent à sauver pour essayer de faire bonne figure devant la communauté internationale. Les intentions aujourd'hui ne comptent plus. Dans les combats que nous menons, les chefs de l'État nous ont donné une direction. La direction, c'est quoi? C'est de constater les résultats et les commenter. Donc nous attendons les résultats. Nous saurons si l'Ouganda est de bonne ou l'Ouganda est de mauvaise foi. Mais la partie congolaise est vigilante et restera vigilante. Pour la simple et bonne raison, M. Claude, j'aime souvent les répéter. Il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda, ni en Ouganda, déstabilisant ces pays et tuant des Rwandais et tuant des Ougandais. Aucun. En revanche, plusieurs fois, il y a eu des militaires ougandais et rwandais qui travaillent, nés au Rwanda ou en Ouganda, formés et équipés là-bas, mais qui traversent régulièrement leurs frontières pour venir tuer des Congolais et chercher à déstabiliser notre pays. Donc ça suffit pour qu'on ne soit pas naïf devant ces gens. On n'a pas à faire, vous savez, les diables aujourd'hui peuvent avoir la volonté de se convertir. Dieu dira que vous êtes déjà chassés du paradis. Donc c'est pour dire que lorsque vous avez affaire avec des gens qui vous ont tellement fait du mal, la vigilance devient la norme. Et c'est voilà la situation des Congolais. Et c'est ce que les chefs de l'État nous recommandent et nous demandent. La vigilance devient la norme, c'est la phrase que j'apprécie bien. Merci beaucoup, Papi. Si vous permettez, M. Claude, je voulais juste dire à toute fin utile
Aujourd'hui, grâce à l'action menée par l'honorable président de l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle vient de mettre en place un agenda. Un agenda de la majorité présidentielle où il y a notre jeune frère Adam Charles, qui a essayé de travailler dans ces projets. Moi, je pense qu'il est temps de soutenir la jeunesse avec de telles initiatives. Voilà un projet que nous aurons à décortiquer au cours de différentes émissions sur les antennes de Télé 50. Merci à vous, Papi Tamba. Nous passons maintenant à la question de la femme au Nord Kivu. Quel rôle doit-elle jouer dans ce processus de pacification de cette partie du pays? Ce sera tout à l'heure.